Bienvenue pour cette plongée au cœur de l'actualité camerounaise, une actualité brûlante. Oui, bonjour. La situation est effectivement très tendue depuis l'élection présidentielle du 2 octobre dernier. Exactement. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur pas mal de documents, des articles de Cameroun News, de 137 Online, des analyses aussi tirées de discussions YouTube. Des rapports plus fouillés, comme ceux de l'International Crisis Group, l'ICG, ou du secrétariat d'État suisse aux migrations. Oui, le SEM. Et puis quelques éléments de contexte de Wikipédia pour resituer. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà des titres, essayer de saisir les enjeux profonds, les points de friction. Et les zones d'ombre, il y en a beaucoup. Oui, il y en a. On va donc décortiquer ensemble la contestation des résultats, le silence assez troublant du président réélu, les violences. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de la crise anglophone qui pèse énormément sur tout ça. Tout à fait. Alors, pour commencer, un rappel rapide des faits. Le 12 octobre 2025, élection présidentielle. C'est ça. Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis... 42 ans maintenant. Oui, 42 ans. S'est déclaré vainqueur, 8e mandat, le score annoncé, 53,66% des voix. Un score qui peut paraître clair sur le papier, mais qui est très très vite contesté. Et fortement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, la contestation, c'est vraiment le nœud du problème post-électoral. Issa Chiroma Bakary, une figure connue, ancien ministre passé à l'opposition. Oui, du FSNC, le Front pour le Salut National. Exactement. Il est crédité de 35,19% et lui, il ne mâche pas ses mots. Il rejette tout en bloc, revendique la victoire et parle de mascarade. Une mascarade. Ce qui est frappant dans les sources qu'on a consultées, c'est le côté systématique des accusations, non ? Tout à fait. Systématique, c'est le mot. Ce ne sont pas juste des accusations vagues de fraude. Alors, qu'est-ce qui est pointé du doigt plus précisément ? Mais c'est là que ça devient complexe et intéressant. Les critiques visent à la fois l'organe électoral et les CAM. Élection Cameroun ? Oui. Et puis le camp présidentiel, bien sûr. Mais c'est surtout la structure même du processus qui est mise en cause. C'est-à-dire ? Les sources, ICG notamment, insistent sur le manque d'observateurs indépendants crédibles, surtout dans les zones chaudes, comme les régions anglophones en conflit. Et plus profond encore, c'est la partialité perçue des institutions. C'est ça le vrai problème pour beaucoup. La partialité ? Oui, les membres de l'ECAM, ceux du Conseil constitutionnel, ils sont nommés par le président Biya. Ah oui, d'accord. Et le clos, si on peut dire, c'est que le président du Conseil constitutionnel lui-même, il a été vu publiquement à un rassemblement de soutien à Biya, avant l'élection. Ah oui, quand même. Ça, forcément, ça jette un doute énorme sur l'impartialité. Exactement. Difficile après ça de croire à une neutralité totale de l'arbitre, quoi. Ce mélange de nomination politique, d'apparition publique, ça crée un climat de suspicion, c'est clair. Mais les sources parlent aussi de problèmes très concrets, presque, techniques, non ? Qui auraient entaché le vote. Absolument. Et ces problèmes techniques, ils sont listés dans plusieurs documents. Mis bout à bout, ça forme un tableau assez préoccupant. Comme quoi, par exemple ? Alors, on parle de la publication tardive de la liste électorale, ce qui limite le temps pour vérifier, pour contester. Il y a aussi un déséquilibre homme-femme sur ces listes, c'est noté. D'accord. Et puis, il y a ce fameux système de bulletins multiples. Ça, c'est une critique qui revient sans cesse. Pourquoi ce système pose tant de problèmes ? Je crois me souvenir qu'il est critiqué depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, pour plusieurs raisons qui s'accumulent. D'abord, le risque, rapporté par des observateurs, que les bulletins de certains candidats d'opposition manquent, surtout dans les bureaux de vote un peu isolés. Ah oui, le risque de pénurie sélective en quelque sorte. C'est ça. Ensuite, c'est un système qui coûte cher et qui est logistiquement très complexe à gérer. D'accord. L'opposition, mais aussi des observateurs internationaux, comme l'Union africaine dès 2018, réclament un bulletin unique. Ce serait plus simple, plus sûr. Et on n'y est toujours pas. Non. Ajouter à ça des failles dans la transmission des résultats, c'est un processus physique, tout est centralisé à Yaoundé, ça prend du temps. Et le délai pour les recours est très court, c'est ça ? Voilà, 72 heures seulement. Pour contester sérieusement, il faut des preuves, souvent des procès-verbaux qui viennent de tout le pays. Mission impossible en 3 jours pour beaucoup. Quasiment, surtout pour une opposition qui n'a pas forcément les mêmes moyens logistiques que le pouvoir en place. Et il y a ce chiffre qui m'a interpellé. Environ 30% des résultats viendraient de bureaux où l'opposition n'avait aucun représentant pour surveiller. C'est énorme, non ? C'est énorme. Les sources ne disent pas que ça invalide automatiquement ces résultats, bien sûr, mais ça jette un doute très sérieux sur leur fiabilité. Forcément.
Quand un tiers des voix est compté sans aucun regard contradictoire, la suspicion de manipulation devient assez légitime, surtout dans les régions en crise où la surveillance est déjà très compliquée à cause de la sécurité. Et ça, c'est sans parler du contexte avant l'élection. Tout à fait. Le contexte préélectoral a aussi pesé très lourd. Vous pensez au rejet des candidatures? Oui, ce chiffre de 70 candidatures rejetées sur 83 au départ, ça frappe. Oui, c'est énorme. Au final, seuls 12 candidats validés. Et le cas le plus emblématique, que plusieurs analyses rappellent, c'est celui de Maurice Comteau. Le leader du MRC, arrivé deuxième en 2018. Exactement. Principal opposant du scrutin précédent. Eh bien, cette fois, sa candidature a été invalidée par Elecam et le Conseil constitutionnel a confirmé. Ce qui a été perçu comment? Par beaucoup comme une manœuvre politique évidente pour écarter un concurrent jugé dangereux. Donc si on additionne tout ça, la partialité perçue des institutions, les failles techniques, les exclusions de candidats... Voilà, on comprend mieux pourquoi la légitimité de cette victoire est si explosivement contestée. C'est pas juste un mauvais perdant qui crie au loup, il y a un faisceau d'indices troublants. Une légitimité très contestée, donc dans un climat déjà tendu, et qui s'alourdit encore avec cet autre élément assez incroyable, le silence radio du président réélu. Ah oui, le silence de Paul Biya. Depuis la proclamation des résultats, plus rien. Pas un mot, pas une image. On se souvient de ces longues absences passées, comme ces 50 jours en 2024, où les rumeurs allaient bon train. Oui, ce n'est pas nouveau chez lui. Mais là, dans ce contexte post-électoral si brûlant, comment les analystes interprètent ce silence ? Alors, les observateurs cités dans nos sources y voient plusieurs choses, mais toutes convergent vers un effet déstabilisateur. C'est-à-dire ? D'abord, évidemment, ça relance toutes les spéculations sur son état de santé réel, sa capacité physique à diriger le pays à 92 ans. Bien sûr. Ensuite, ça renforce l'image d'une déconnexion totale du sommet de l'État avec ce que vit la population, y compris les violences post-électorales. Les sources notent bien qu'il n'y a eu aucune condoléance officielle pour les dizaines de morts. Ce qui doit être senti comme un manque terrible d'empathie, voire de respect par une partie de la population. Précisément, c'est très mal perçu. Et au-delà de la perception, ce silence crée un vrai vide de leadership. Un moment critique. Exactement, au moment où le pays aurait sans doute le plus besoin d'une parole présidentielle forte, que ce soit pour rassurer, appeler au calme ou même juste accuser réception de la gravité de la situation. Et ce vide, il fait quoi ? Il exacerbe les tensions ? Il exacerbe les tensions, l'incertitude, il laisse le champ libre à toutes les interprétations sur qui tient vraiment les rênes du pouvoir en coulisses. Du coup, plusieurs analyses se posent la question, est-ce que l'appareil d'État est encore capable de gérer cette crise, de dialoguer ? C'est la question fondamentale. Et le mutisme présidentiel rend la réponse très, très incertaine. Ça interroge vraiment sur la capacité de l'exécutif à proposer une sortie par le haut. Et pendant ce silence au sommet, à la base, ça bouge beaucoup. Et tragiquement parfois. Les sources rapportent de grosses manifestations dès l'annonce des résultats. Oui, dans plusieurs grandes villes. Maroua, Yaoundéré, Douala, Bafoussam. Et la réponse des autorités a été immédiate et sécuritaire. Très sécuritaire, oui. Les informations qui filtrent, même si c'est difficile d'avoir une image complète, décrivent un déploiement massif des forces de l'ordre. De l'armée même. Avec des restrictions de circulation, des coupures d'Internet. Oui, des coupures signalées dans certaines zones. C'est une tactique assez classique pour empêcher les manifestants de communiquer et de s'organiser. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Non, malheureusement, les sources parlent de victimes. Oui, le bilan est très difficile à établir avec certitude, il faut être prudent. Mais une source YouTube qui se base sur des remontées locales parle d'une 60aine de morts. Une 60aine. C'est un chiffre terrible, même s'il faut le prendre avec précaution. Absolument. Un cas a beaucoup choqué, celui de Zouaïra, une institutrice tuée à Garoua. Ça a été très relayé. Et en parallèle, des arrestations massives. Oui, une vague d'arrestations qui cible des figures de l'opposition, des militants. Les noms de Florence Tito, Dieudonné Yebga sont cités. Une source va même très loin, elle parle d'arrestations utilisées comme butin de guerre humain, pour forcer une négociation, un apaisement. C'est une allégation extrêmement grave qui circule. Butin de guerre humain ? Le terme fait froid dans le dos. Est-ce que les sources donnent des éléments pour étayer cette idée d'une répression vraiment planifiée, brutale ? Disons que cette allégation, aussi grave soit-elle, elle s'inscrit dans un tableau plus large que décrivent les sources, notamment l'ICG et des articles de presse. On parle d'allégations d'escadrons de la mort qui feraient des enlèvements. Carrément. Des témoins rapportent avoir vu des chars d'assaut dans les rues de certaines villes.
Et même la résidence du principal opposant, Issa Chiroma, aurait été prise d'assaut par les forces de l'ordre. Donc, on n'est pas dans une simple opération de maintien de l'ordre. Ça ne semble pas être peu ça, non? Et il faut comprendre, comme le rappelle l'ICG, que ça ne sort pas de nulle part. Il y a un historique lourd de répression de la dissidence au Cameroun. C'est vrai. Interdiction de coalitions d'opposition, suspension d'ONG critiques, les arrestations passées des membres du MRC de Komto. Des journalistes aussi, Samuel Ouazizi, mort en détention, Kingsley Fomunu Njoka. Exactement. Et puis la pression constante sur les médias pour ne pas relayer les voix critiques ou celles des séparatistes anglophones. Donc la répression actuelle, elle s'inscrit dans une continuité. Mais elle semble avoir franchi un nouveau palier d'intensité. Et quels seraient les ressorts plus profonds de cette violence, de cette répression, au-delà de la contestation électorale elle-même? Est-ce que les sources identifient des facteurs plus structurels? Oui, plusieurs facteurs sous-jacents sont mis en avant. D'abord, des divisions très profondes qui traversent la société camerounaise. Politique, évidemment, mais aussi ethnique. L'axe Boulou-Bamileke notamment, souvent instrumentalisé. C'est ça, l'ICG le note bien. Et puis régional aussi. On sent une rupture de l'alliance historique entre le pouvoir central et certaines élites du Nord. D'accord. Ensuite, il y a une frustration sociale, économique, qui est immense, surtout chez les jeunes. Ils sont très nombreux et beaucoup se sentent sans perspective d'avenir. Une poudrière sociale? Un peu, oui. Et enfin, on y revient toujours, mais c'est crucial, la crise anglophone. Ce conflit non résolu qui ronge le pays depuis des années. Ajoutez à ça un manque de confiance criant des citoyens envers toutes les institutions. Un cocktail explosif. Voilà, c'est ce cocktail-là qui s'enflamme aujourd'hui. Justement, parlons-en plus en détail de cette crise anglophone. Ce conflit qui déchire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça représente à peu près 20% de la population, c'est ça, Avli? Oui, environ. Et ça dure depuis 2016-2017 maintenant. Comment ce conflit a pesé sur cette élection présidentielle, d'après les documents qu'on a? Son poids est absolument majeur. Vraiment. Et à plusieurs niveaux. D'abord, sur le déroulement même du vote. C'est-à-dire? Comme en 2018, les groupes séparatistes armés ont menacé de perturber le scrutin. Ils ont appelé au boycott. Ils imposent souvent des villes mortes, des lockdowns. Exactement. Et par le passé, ils ont attaqué le personnel des LECAM, les bureaux de vote. La conséquence directe, c'est que la participation électorale dans ces régions était déjà ridicule en 2018. Oui, l'ICG parlait de 9%. Unité nationale du scrutin. Fondamental, oui. Quand une partie aussi significative du territoire et de la population ne participe quasiment pas au vote, quelle est la légitimité nationale du résultat? C'est une vraie question. Et au-delà de l'impact sur l'élection elle-même, il y a l'impact humain de ce conflit. Il est dévastateur d'après les rapports. Totalement dévastateur. Les rapports du SEM suisse, de l'ICG, dressent un tableau vraiment sombre. On parle de conflits de basse intensité, c'est le jargon. Mais les chiffres sont terribles. Oui, l'ICG parle de plus de 7000 morts. Les déplacements de population sont massifs. L'ONU, citée par le SEM, estime à près de 360 000 les déplacés internes, rien que dans les régions anglophones. Et il y en a aussi dans les régions francophones et au Nigeria. Oui, 260 000 autres qui ont fui vers les régions francophones voisines et environ 80 000 réfugiés au Nigeria. C'est énorme. Et les populations civiles sont prises entre deux feux. Exactement. Entre les forces de sécurité camerounaises d'un côté et les groupes armés séparatistes de l'autre. Et les deux camps sont accusés d'exactions graves contre les civils. C'est-à-dire? Villages incendiés, meurtres ciblés, enlèvements contre rançon, c'est devenu une économie de guerre pour certains groupes, extorsion, violences sexuelles, la liste est longue et terrible. Sans oublier le drame de l'éducation. Ah oui, le boycott scolaire imposé par les séparatistes, ça prive des centaines de milliers d'enfants d'école depuis des années. Ça hypothèque l'avenir de toute une génération dans ces régions, c'est dramatique. Cette situation, ce niveau de violence et de souffrance, ça crée forcément un ressentiment profond, durable. Est-ce que ça a eu un écho politique particulier pendant cette élection? Indéniablement. La crise a encore exacerbé le sentiment de marginalisation historique des populations anglophones. C'est une blessure ancienne qui a été ravivée et envenimée. Et politiquement? Dans ce contexte, la proposition d'Issa Chiroma en faveur du fédéralisme, mentionnée dans une des transcriptions YouTube, eh bien, elle a été interprétée par certains analystes comme une tentative de tendre la main à ces régions. Un geste politique notable donc?
Oui, même si c'est compliqué, le passé de Tiroma comme ministre de la Communication au début de la crise rend sa position délicate pour certains anglophones. Mais ça montre que la question anglophone est devenue incontournable dans le débat national, même si le pouvoir central, lui, reste officiellement arc-boutier sur l'unité de l'État, la décentralisation. Bon, tout ça nous amène à la question fatidique, hein, et maintenant? Le Cameroun semble vraiment au bord d'une fracture très dangereuse. Quelles sont les perspectives qui se dessinent, d'après les analyses qu'on a pu lire? L'avenir immédiat, il faut être honnête, apparaît très sombre. Très incertain, les sources pointent des divisions profondes qui semblent se creuser encore davantage. Lesquelles, principalement? La division politique est très nette. Le camp Biya face à une opposition qui, et c'est assez nouveau, semble s'unifier derrière Tiroma. La division ethnique aussi, elle est attisée. Cette instrumentalisation de l'axe Bulu-Bamileke inquiète beaucoup l'ICG. Hmm. Et la division régionale est marquée. On parle d'une rupture de l'alliance Nord-Sud qui a longtemps structuré le pouvoir. Les candidatures dissidentes de Chiroma et Belou Bouba Magari, deux poids lourds du Nord autrefois alliés du président, en sont l'illustration. Et puis la jeunesse? Et la colère de la jeunesse, oui. Privée d'espoir, frustrée, c'est une véritable bombe à retardement social. Face à cette situation interne qui semble explosive, comment réagit la communauté internationale? Les sources parlent d'une certaine discrétion, voire d'une gêne. Oui, les termes qui reviennent souvent, c'est timide et gêné. Un signe assez parlant. L'absence remarquée des ambassadeurs occidentaux lors de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas passé inaperçu. Mais il y a quand même eu des appels au calme. Oui, bien sûr. Des appels au calme, au dialogue, notamment de la part de la France, l'ancienne puissance coloniale. Mais au-delà des déclarations de principe, le rôle concret que pourraient jouer les partenaires internationaux, l'Union africaine, l'ONU, l'UE, les États-Unis, ça reste très flou. Ça semble assez limité, en fait. Et il y a eu cette tentative de médiation interne qui a échoué, c'est ça? Oui, une source rapporte ça. Une offre du poste de Premier ministre aurait été faite à Chiroma, via ses proches, Anicet Ekan, Dieudonné Yebga, une offre qui viendrait du directeur du cabinet civil du président. Et Chiroma aurait refusé, Il aurait refusé. Et peu de temps après, Anicet Ekané était arrêté. ce qui n'est pas vraiment un signe d'ouverture. Pas vraiment, non. Ça montre plutôt une crispation, un durcissement. Donc, les risques d'escalade de la violence, ils sont majeurs. Ils sont jugés extrêmement élevés par toutes les analyses, oui. Le risque premier, c'est celui d'une instabilité prolongée, voire d'une escalade de la violence si l'opposition maintient sa contestation et si la répression continue, voire s'intensifie. Et puis, il y a cette grande inconnue, la succession de Paul Biya. Exactement. C'est l'autre inquiétude majeure, l'absence de plan de succession clair, son âge avancé, les questions sur sa santé. Ça crée une incertitude structurelle énorme. Que se passerait-il en cas de vacance soudaine du pouvoir dans un climat pareil? Personne ne le sait vraiment. Et le contexte régional n'est pas rassurant non plus. Ça montre que l'option militaire n'est plus un tabou absolu dans la région. Hmm. L'ICG cite même un sondage Afrobaromètre assez préoccupant. Il indique qu'une partie non négligeable de l'opinion publique camerounaise pourrait tolérer une intervention militaire en cas d'abus de pouvoir jugé flagrant. C'est dire le niveau de désillusion ou de désespoir. Oui, c'est un indicateur assez inquiétant. Avant l'élection, l'International Crisis Group avait fait des recommandations pour essayer d'éviter ce scénario catastrophe. On en est loin aujourd'hui. Très loin, malheureusement. L'ICG suggérait des choses comme la tenue d'un congrès du RDPC, le parti au pouvoir, pour clarifier la succession, une amnistie pour les prisonniers politiques de 2018, lever les restrictions sur la société civile, les médias. Un code de bonne conduite politique, un cessez-le-feu dans les régions anglophones. Oui, bien sûr, des mesures pour rendre le processus électoral plus transparent, plus crédible. Mais bon, au vu de la situation actuelle, la contestation massive, la répression, le silence présidentiel, ces pistes-là, elles relèvent de l'utopie à court terme. Donc si on essaye de résumer un peu ce qui ressort de notre exploration des sources, on a un Cameroun post-électoral qui est vraiment au bord de l'implosion. C'est un peu ça, oui. Une légitimité présidentielle qui est très fortement mise en doute, des fractures politiques, ethniques, régionales qui sont ravivées, peut-être même élargies, une violence qui couve ou qui a déjà éclaté. Et cette ombre sanglante et persistante du conflit anglophone qui pèse surtout, l'incertitude sur l'avenir immédiat, et même à moyen terme, elle est immense, et les motifs d'inquiétude sont vraiment nombreux. Tout à fait. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de cette crise post-électorale précise, en fait. Une question plus fondamentale. Laquelle? Face à ces fractures si profondes, si récurrentes,
face aux aspirations d'une population jeune, souvent frustrée, quelle refondation politique, institutionnelle, sociale serait nécessaire pour construire un avenir plus stable, plus inclusif au Cameroun? Comment sortir de ce cycle infernal de crise électorale, de violence? Voilà. Comment répondre enfin aux défis structurels du pays? C'est sans doute ça, la question la plus cruciale qui se pose aujourd'hui au Cameroun. Une question vertigineuse. Une question essentielle en effet, qui invite à réfléchir bien au-delà des événements immédiats. C'est sur cette interrogation que l'on va conclure notre analyse approfondie de la situation tendue au Cameroun, telle qu'elle ressort des diverses sources qu'on a pu examiner. Merci de nous avoir suivis.